Je m'appelle Rachel Morgan, j'ai 34 ans, et je ne m'attendais jamais à rentrer chez moi et à me sentir étrangère. Après avoir écourté mon voyage d'affaires à Zurich, je suis revenue pour trouver 88 personnes faisant la fête dans ma maison. Ma mère, Beverly, se tenait dans ma cuisine, portant un tablier, en train de diriger les traiteurs. Mon frère Ethan tenait le bar antique de mon grand-père Maxwell, une réunion de famille en plein essor dont je n'avais absolument rien su, dans la maison que mon grand-père m'avait spécifiquement léguée. Si vous regardez ceci depuis une réunion familiale, j'espère que la vôtre est plus accueillante que la mienne. Laissez un commentaire sur vos expériences de réunion familiale et abonnez-vous pour suivre ce qui s'est passé après que j'ai pris la décision qui a tout changé. J'ai construit ma carrière à la dure. Alors que la plupart de mes amis à l'université faisaient la fête, je codais jusqu'à 3 heures du matin, développant les compétences qui m'ont finalement permis d'obtenir un poste chez NextGen Solutions. J'ai commencé comme ingénieur logiciel junior dans un cube si petit que je pouvais toucher les 2 murs en tendant les bras. Pendant 7 ans, j'ai travaillé 80 heures par semaine, survivant grâce au ramen instantané et à ma détermination. Quand d'autres se plaignaient de clients exigeants ou de délais impossibles, je baissais la tête et trouvais des solutions. Cette détermination n'est pas passée inaperçue. À 30 ans, je dirigeais ma propre équipe de développement et à 32 ans, je suis devenue la plus jeune directrice exécutive de l'histoire de l'entreprise. Mon grand-père Maxwell a toujours été mon plus grand soutien dans ce parcours. Lui-même ingénieur, à l'ancienne, il travaillait de ses mains, construisant des ponts à travers le pays. Il comprenait ce qu'était la dévotion et le savoir-faire. Quand j'avais 12 ans, il m'a offert mon premier ordinateur. Ma mère, Beverly, levait les yeux au ciel. « Tu devrais être dehors à jouer avec les autres enfants », disait-elle. Mais grand-père Maxwell me faisait un clin d'œil et murmurait « Certains construisent avec de l'acier, d'autres avec du code, mais tous changent le monde. » Chaque dimanche, pendant tout le lycée, je lui rendais visite dans la vieille maison victorienne qui appartenait à notre famille depuis 3 générations. Alors que ma mère et mon frère évitaient ces visites, je restais avec grand-père dans son bureau pendant qu'il m'enseignait l'intégrité structurelle, les principes mathématiques et surtout l'intégrité personnelle. Anne Morgan ne fait jamais les choses à moitié, disait-il en pointant le travail minutieux sur son bureau antique. La personne qui a fabriqué ce bureau était fière de son travail, même pour les parties que personne ne verra jamais. Voilà ce qui fait qu'on peut lui faire confiance. Mon frère Ethan a suivi une voie différente. Plus jeune de 3 ans, il a toujours eu ce charisme naturel qui donnait envie aux gens de lui offrir des choses, alors que moi, je devais mériter les miennes. Ethan a commencé puis abandonné 4 cursus universitaires différents, convaincant à chaque fois notre mère qu'il avait trouvé sa vraie vocation. Chaque nouveau projet nécessitait de l'argent de départ, que Beverly fournissait toujours avec son salaire de professeur, s'étirant financièrement. Quand grand-père Maxwell est décédé il y a 2 ans, son testament a surpris tout le monde sauf moi. La maison familiale, une vieille demeure victorienne dans un quartier désormais tendance de Boston, d'une valeur de près de 2 millions de dollars, m'a été léguée en totalité. Sa note dans le testament était simple, à Rachel, qui comprend la valeur de construire quelque chose qui dure. Ma mère était furieuse, elle devait être confuse. Elle insistait, cette maison était destinée à toute la famille, elle s'attendait à ce que je la signe ou, au moins, que je la vende pour partager le produit avec elle et Ethan. Mais je ne pouvais pas faire ça. La maison n'était pas qu'un assemblage de bois et de plâtre pour moi. C'était chaque leçon du dimanche après-midi, chaque sourire fier quand je partageais mes réussites, chaque moment de calme dans la bibliothèque à lire ses livres. Je m'y suis installée immédiatement, restaurant avec amour les pièces tout en préservant leur caractère historique. J'ai transformé la bibliothèque en bureau chez moi, tout en gardant les livres de grand-père et son bureau antique. J'ai replanté son jardin selon ses notes méticuleuses, ramenant les roses héritées qu'il cultivait depuis des décennies. Malgré les tensions liées à l'héritage, j'ai essayé de maintenir une relation avec ma mère et mon frère. Je les ai invités au dîner de fête, auquel ils assistaient avec l'air d'être des visiteurs plutôt que de la famille. J'ai proposé d'aider Ethan dans son dernier projet commercial, un concept de food truck, avec une aide pour la planification plutôt qu'en argent, qu'il a refusé. J'ai même offert d'aider ma mère avec son hypothèque, qu'elle a acceptée, mais elle le mentionnait à chaque occasion comme s'il s'agissait d'un prêt. Je percevais des intérêts plutôt qu'un cadeau. Le voyage à Zurich représentait une étape majeure dans ma carrière. NextGen tentait depuis des années de décrocher Helvetica Banking System comme client. En tant que nouvelle directrice des comptes internationaux, obtenir ce contrat aurait cimenté ma réputation et ouvert les marchés européens à notre entreprise. Après 2 semaines épuisantes de présentation, de négociations et de très peu de sommeil, j'ai décroché un contrat de 3 ans valant plusieurs millions. L'équipe voulait fêter ça à Zurich pour le week-end, mais j'avais le mal du pays. Je voulais célébrer à ma façon,
une soirée tranquille dans mon jardin, un verre de bon vin à la main, en réfléchissant au chemin parcouru. J'ai réservé un vol tôt, sans dire à personne que je revenais 2 jours plus tôt que prévu. Ce serait ma victoire privée. Pendant le vol, je faisais défiler les photos de mon jardin sur mon téléphone. Les tulipes de printemps seraient à leur apogée maintenant. Je les avais plantées selon un motif que grand-père avait dessiné des années auparavant, qui appelait « Onward » vu depuis la fenêtre du premier étage, sa devise préférée. Je pensais à la bouteille de Cabernet que je gardais pour une occasion spéciale. Celle-ci en était une point Luber à tourner dans ma rue, et j'ai senti cette chaleur familière du retour chez soi après un long voyage. Ce sentiment a duré exactement 12 secondes, jusqu'à ce que je voie les voitures. Elles étaient partout, garées des 2 côtés de la rue, en partie sur ma pelouse, bloquant mon allée. La basse de la musique résonnait dans mon quartier d'ordinaire calme. Mon chauffeur a dû s'arrêter à un demi-pâté de maison. On dirait qu'il y a une fête, a-t-il commenté en m'aidant avec mes bagages. Je suis resté sûr. Le trottoir, fixant ma maison, essayant de comprendre ce que je voyais. Des lumières éclataient à toutes les fenêtres, des ombres de personnes se mouvaient à l'intérieur. Les rires et les conversations débordaient dans mon jardin soigneusement entretenu, où des inconnus se tenaient en groupe, des gobelets en plastique à la main, des cigarettes laissant tomber leurs cendres sur mes parterres de fleurs. Que se passait-il? Ma maison avait-elle été envahie? J'ai pris une profonde inspiration et roulé ma valise jusqu'à ma porte d'entrée, un sentiment de peur grandissant à chaque pas. La promenade de la rue à ma porte semblait surréaliste. Mon jardin, que j'avais passé d'innombrables week-ends à perfectionner, était maintenant un champ de ruines. Les tulipes que grand-père et moi avions plantées étaient écrasées sous des pieds négligents. Des mégots parsemaient la pelouse comme des confettis toxiques. Quelqu'un avait déplacé mes chaises de jardin en texte sculpté à la main pour créer un coin fumeur improvisé, et des anneaux laissés par des bouteilles de bière transpirantes avaient taché le bois. D'un groupe d'hommes d'âge moyen que je n'avais jamais vu se tenait près de mon bassin aqua, et l'un d'eux essayait de jeter des pièces dans l'eau pour la chance. Je voulais lui dire que le cuivre est toxique pour les poissons, mais j'étais trop choqué pour parler. Des enfants se poursuivaient dans la cour, l'un d'eux manquant de peu de renverser la lanterne en pierre importée du Japon par mon grand-père dans les années 1970. Personne ne m'a arrêté ni questionné alors que je m'approchais de ma propre maison. Pourquoi le ferait-il? J'étais juste un autre visage parmi des inconnus. Et la porte d'entrée était calée avec un pot de fleurs déplacé de mon salon. Je suis entré et l'assaut sensoriel a été immédiat. L'odeur m'a frappé la première, un mélange de parfums divers, d'odeurs de cuisine et d'alcool renversé. Le bruit était écrasant, des dizaines de conversations simultanées, la musique provenant du système audio du salon, des enfants hurlant en courant dans les escaliers. La température était étouffante avec autant de corps dans un espace prévu pour beaucoup moins de personnes. Mon vestibule, normalement un lieu calme avec une console antique simple et un miroir, était encombré de sacs à main, de vestes et de sacs cadeaux. Une banderole traversait l'arc menant au salon. Réunion de la famille Morgan 2025, réunir les générations. Quelqu'un avait installé une table pliante avec des étiquettes de noms et un livre d'or. Je me déplaçais dans ma maison en reconnaissant des cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis des années, mêlés à des visages complètement inconnus. Ma grand-tante Mabel, que je croyais vivre en Arizona, était assise dans mon coin lecture avec plusieurs femmes âgées. Des cousins dont je me souvenais vaguement des étés de mon enfance étaient regroupés autour de ma table à manger, agrandie avec des tables louées pour accueillir ce qui ressemblait à un buffet. J'ai aperçu ma mère dans la cuisine, portant un tablier et dirigeant 2 femmes qui semblaient être des traiteurs. Elle montrait du doigt mon garde-manger, leur indiquant où trouver plus de plats de service. Beverly avait 62 ans, mais paraissait plus jeune, ses cheveux fraîchement méchés et coiffés, vêtue d'une robe que je n'avais jamais vue, avec un corsage à pingle d'asses. Lorsqu'elle s'est tournée et m'a vue, il n'y avait aucune joie sur son visage, ni surprise. À la place, elle avait l'air agacée, son sourire vacillant. « Rachel, que fais-tu ici? Je croyais que tu étais en Europe jusqu'à dimanche. » Ce n'était pas un « bienvenue chez toi », ni un « tu nous as manqué », juste de l'irritation face à mon apparition inattendue dans ma propre maison. « J'habite ici, maman », ai-je dit, encore en train d'essayer de digérer la scène. « Qu'est-ce que tout ça? » « C'est la réunion de famille », a-t-elle répondu comme si c'était évident. « Ça fait des mois qu'on la prépare. »« Préparer quoi, dans ma maison, sans me prévenir ?» Elle a haussé les épaules d'un geste de dédain. « On savait que tu étais occupée avec ton travail. Puis tu dis toujours qu'on devrait utiliser plus la maison, que c'est trop grand pour toi toute seule. » Ce n'était pas vrai. Je n'avais jamais rien dit de tel. En fait, j'avais toujours été claire sur mes limites concernant la maison. Surtout après qu'Ethan soit venu un jour avec des amis pour une fête improvisée à la piscine alors que j'étais au travail. Avant que je puisse répondre, mon frère est apparu, portant un plateau de verre vide. À 31 ans,
Ethan gardait toujours ce charme juvénile qu'il avait souvent tiré d'affaire pendant l'enfance. Il portait une chemise bleue à boutons avec Morgan Family Réunion Host brodé sur la poche. Oh, tu es revenu plus tôt, dit-il d'un ton désinvolte. Surprise! Son enthousiasme semblait forcer. Comment es-tu entré? Demandai-je, bien que je connaissais déjà la réponse. Maman avait le double des clés que tu lui as données pour les urgences, répondit Ethan en haussant les épaules. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle, on a engagé des nettoyeurs pour demain. Je regardais autour de moi ma maison, transformée sans mon consentement en salle de réception pour des gens en grande partie inconnus. J'ai remarqué des rayures sur le parquet, causées par des meubles déplacés. Quelqu'un avait réarrangé mon salon pour ajouter plus de place assise, poussant le secrétaire antique de ma grand-mère contre un mur, où il supportait maintenant un regroupement de verre à vin, laissant des traces sur le bois du 19e siècle. Un homme grand et âgé s'est approché de moi avec une expression curieuse. Tu me sembles familière. Tu es du côté de Mabel ou de Richard? Je suis Rachel Morgan, c'est ma maison, ai-je répondu sèchement. Ses yeux se sont légèrement agrandis. Ah, tu es la petite fille de Maxwell, celle qui a reçu la maison. La façon dont il a dit « reçu la maison ». Sonnait comme si j'avais gagné un prix à un jeu télévisé plutôt qu'hérité la maison de mon grand-père, celle où j'avais passé tant d'heures de ma vie. Oui, je possède cette maison, ai-je précisé. C'est sympa de ta part d'accueillir tout le monde. Belle maison. Elle aurait dû être partagée entre la famille, à mon avis. Il s'est éloigné avant que je puisse répondre, me laissant bouillir de colère. Je me frayais un chemin dans la foule, entendant des bribes de conversations similaires. On ne la voit jamais aux réunions familiales, elle passe tout son temps à travailler, elle ne connaît même pas la moitié de la famille, que ferait-elle de tout cet espace? J'ai aperçu des photos de famille exposées, sorties de mes cartons de stockage au grenier. Des cousins feuilletaient la collection de disques de mon grand-père. Quelqu'un avait déplacé mon ordinateur portable de mon bureau pour faire de la place à une table de dessert. Mon espace privé avait été complètement violé. Dans la salle à manger, j'ai découvert une pile de t-shirts personnalisés avec Morgan Family Réunion 2025 imprimé dessus, ainsi qu'une date. 3 semaines auparavant. Ce n'était pas un rassemblement spontané. Cela avait été planifié bien à l'avance, sans MOI. Ma tête tournait, j'avais besoin d'air. Je suis sortie sur la véranda arrière, qui était occupée par des adolescents que je ne reconnaissais pas, scotchés à leur téléphone. Et se plaignant d'avoir été traînée à une réunion de famille ennuyeuse. Je suis retournée dans la maison, passant devant ma mère qui posait maintenant pour des photos avec des personnes présentées comme des cousins éloignés venus de Chicago, devant Ethan qui mélangeait des boissons et profitait de l'attention des parentes féminines, puis devant un grand-oncle quelconque et un cousin au second degré, sans que personne ne me remarque. Je ramassais ma valise, toujours posée dans le vestibule où je l'avais laissée. Personne ne m'a appelé en quittant la maison. J'ai fait la moitié du pâté de maison avant que les larmes ne brouillent ma vue. J'ai sorti mon téléphone et réservé une chambre au Marriott du centre-ville. Je ne pouvais pas rester et faire une scène. Je ne pouvais pas faire semblant que tout allait bien, j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Alors que l'Uber s'éloignait, je regardais en arrière la maison de mon grand-père, ma maison, illuminée et pleine de vie, remplie de gens qui ne me connaissaient pas, ne me respectaient pas et, apparemment, ne m'avaient même pas regretté. Quand je n'étais pas incluse aux événements familiaux, la trahison faisait mal, mais c'était le mépris des volontés de mon grand-père et de mon espace personnel qui me blessait le plus. Je me suis enregistrée à l'hôtel, j'ai déposé ma valise près du bureau anonyme et me suis assise au bord du lit. Le calme de la chambre contrastait violemment avec le chaos que je venais de quitter. J'ai pris mon téléphone, fixé l'écran, me demandant qui appeler, quoi faire ensuite, et comment je pourrais jamais revoir ma maison de la même façon. La chambre d'hôtel était stérile et impersonnelle, mais au moins, elle était silencieuse. Je suis restée assise presque 1 heure, mon esprit rejoint la soirée comme un mauvais film que je ne pouvais pas arrêter. Ce n'était pas la première fois que ma mère et mon frère balayaient mes sentiments, mais c'était certainement la plus flagrante. À fur et à mesure que le choc initial s'estompait, des souvenirs ont refait surface, un schéma que j'avais normalisé, mais que je voyais maintenant clairement. Ma fête d'anniversaire de 8 ans où ma mère avait invité toute la classe, mais oublié de commander un gâteau auquel je n'étais pas allergique. Ou Rachel, ne fait pas d'histoire, les autres enfants s'amusent. Ma remise de diplôme au lycée, où ils étaient arrivés en retard et partis tôt pour le match de baseball d'Ethan. C'est les demi-finales, Rachel, tu traverseras simplement la scène, on verra les photos. Le plus marquant, lorsque j'ai reçu une prestigieuse bourse d'ingénierie et que ma mère a répondu en me demandant si j'avais envisagé quelque chose de plus féminin. Pendant ce temps,
les notes médiocres d'Ethan étaient célébrées, ses loisirs abandonnés financés, son irresponsabilité justifiée comme une quête de soi. À minuit, j'ai appelé ma meilleure amie Anna sans me soucier de l'heure tardive. Anna avait été témoin de la dynamique de ma famille pendant plus de 20 ans et n'avait jamais mâché ses mots. « Ils ont fait quoi ?» s'est-elle exclamée après que je lui ai expliqué la situation dans ma maison, sans même te prévenir. « Oh non, Rachel, c'est plus que du manque de respect. Est-ce que je réagis trop ?» ai-je demandé, doutant soudain de moi-même, comme on m'avait conditionné à le faire. Réagir trop ? Au contraire, tu sous-réagis. Ils ont envahi ton espace personnel, utilisé ta propriété sans permission, et ne t'ont même pas invité à un événement familial dans ta propre maison. Ce n'est pas normal, Rachel, ce n'est pas acceptable. La validation d'Anna a renforcé ce que je savais déjà, ce n'était pas une question de fait, mais d'un manque fondamental de respect qui caractérisait ma relation avec ma mère et mon frère depuis des décennies. J'avais posé des limites, qu'ils ignoraient systématiquement. J'avais tendu des mains, qu'ils prenaient pour acquises. J'avais trouvé des excuses pour leur comportement, qu'eux-mêmes n'avaient jamais eu à justifier. Je n'ai presque pas dormi. Cette nuit-là, mon esprit tournant en boucle sur mes options. Last confronter? Il minimiserait tout. Demander des excuses? Elle serait creuse, faite pour me calmer jusqu'à la prochaine fois. Expliquer mes sentiments? Il me ferait passer pour une personne trop sensible. Le matin est arrivé. Avec sa résolution. Je suis retournée chez moi à 9h, m'attendant à ce que la plupart des invités soient partis. J'avais raison pour les invités, mais pas pour l'état de ma maison. La scène était pire que je ne l'imaginais. Des bouteilles vides et des verres jonchaient toutes les surfaces. La nourriture avait été écrasée dans mes tapis persans. Quelqu'un avait vomi dans mon lavabo de la salle d'eau. Des chaises de location étaient empilées pêle-mêle dans le salon. Mon jardin ressemblait à un champ de bataille après. Une tornade. Ma mère était dans la cuisine, buvant un café et scrollant sur son téléphone. Elle a levé les yeux quand je suis entrée. « Te voilà enfin. Où étais-tu passé hier soir? » Quelle dramatique, Rachel. Pas d'excuse. Pas de reconnaissance de la violation. Juste une critique de ma réaction. Je suis restée à l'hôtel parce que ma chambre était visiblement utilisée comme vestiaire. Ai-je répondu en essayant de garder la voix calme. Oh, c'était l'idée d'Ethan, on avait besoin de place. Tu sais comment ça se passe. L'équipe de nettoyage sera là à midi. Ce n'est pas le problème, maman. Tu as utilisé ma maison sans me demander, tu ne m'as même pas parlé de la réunion de famille, encore moins invité. Elle a soupiré comme si j'étais déraisonnable. Tu travailles tout le temps de toute façon. Tu seras venue? En plus, tu es tellement pointilleuse surtout. Si on t'avait demandé, tu aurais eu 1 million de conditions. Oui, j'aurais posé des conditions concernant l'usage de ma propriété personnelle, c'est normal. Ethan sortit de la chambre d'amis, les cheveux en bataille, vêtu des vêtements d'hier matin. Il marmonna en se dirigeant droit vers le café, Superfate, hein? Tout le monde a adoré la maison. Ethan, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cette réunion? Demandai-je directement. Il haussa les épaules. On avait besoin d'un grand endroit, et tu as tout cet espace. Ça semblait évident. Quel est le problème? On est en famille. Le problème, c'est que c'est ma maison, pas une salle publique. Tu ne peux pas simplement décider de l'utiliser sans ma permission. Techniquement, c'est la maison familiale, intervint ma mère. Ton grand-père aurait voulu que tout le monde en profite. Ce fut l'étincelle qui alluma la mèche. Ne me dis surtout pas ce que mon grand-père aurait voulu. Il m'a laissé cette maison précisément parce qu'il savait que je la respecterais et en prendrais soin. Je m'éloignai, ayant besoin d'évaluer les dégâts. Ce que je découvris me fit passer de la colère à la fureur. Dans le bureau. Le bureau antique en acajou de mon grand-père, celui dont il m'avait parlé comme exemple de savoir-faire et d'intégrité, portait une profonde rayure sur sa surface ainsi qu'une marque de brûlure apparemment causée par une cigarette. Malgré ma politique stricte d'interdiction de fumer à l'intérieur. Ce bureau n'était pas un simple meuble. C'était là où il m'avait appris à dessiner, où il avait écrit des lettres de recommandation pour mes candidatures universitaires, où il avait rédigé son dernier testament. Je continuais vers mon bureau à domicile et trouvai la porte entr'ouverte, une pièce que je gardais toujours verrouillée. Quelqu'un avait forcé ou crocheté la serrure. À l'intérieur, des tiroirs ouverts, des documents de travail déplacés, mon ordinateur portable avait été déplacé. Le cadre contenant mon premier dollar gagné en freelance à l'université avait été décroché du mur, le cadre était fêlé. À l'étage, ce n'était guère mieux. La porte de ma chambre avait été ouverte malgré le panneau clair, privé, veuillez garder fermé. Mon placard était entrouvert, les tiroirs de la commode pas complètement fermés.
Quelqu'un était entré dans mon espace personnel, avait touché mes affaires. Je redescendis pour trouver ma mère et mon frère en pleine conversation informelle au sujet de quelqu'un nommé cousin Phil, apparemment la vedette de la fête. Avec sa performance au karaoké. On m'a cambriolé mon bureau, dis-je sèchement. Ma chambre a été visitée, le bureau de grand-père est endommagé. Oh, quelques gamins jouaient à cache-cache, répondit Ethan d'un ton désinvolte. Et pour le bureau, ce n'est probablement qu'une tache d'eau, ça partira au polissage. C'est une brûlure de cigarette et une rayure de couteau, le corrigeai-je. C'est un bureau vieux de 200 ans. Toujours aussi dramatique. Superior mère. Ce ne sont que des affaires, Rachel, que des affaires. Ces mots résonnaient dans ma tête. Pour eux, cette maison et tout ce qu'elle contenait n'étaient que des affaires. Des affaires qu'ils se sentaient en droit d'utiliser, d'endommager et de négliger, parce que techniquement, nous partagions de l'ADN. Mais pour moi, c'était plus que des affaires, c'était mon sanctuaire, mon histoire, mon espace. Privé violé par ceux qui devraient le respecter le plus. J'ai sorti mon téléphone et appelé de nouveau mon amie Anna. Tu peux venir? J'ai besoin de soutien moral. En attendant Anna, je parcourus chaque pièce en prenant des photos des dégâts. À son arrivée, elle eut un cri de stupeur en voyant l'état de la maison. C'est pire que ce que j'imaginais, dit-elle en me serrant dans ses bras. Qu'est-ce que tu vas faire? Je regardais la maison que j'aimais, maintenant ternie par ce manque de respect. Je ne sais pas encore, mais je sais que je ne peux plus faire semblant que c'est normal. Après le départ de Anna, je passai un autre appel à Scott Reynolds, un agent immobilier qui m'avait contacté plusieurs fois au sujet de la vente de la propriété. La maison victorienne était idéalement située, et les promoteurs la convoitaient depuis le décès de mon grand-père. Scott, c'est Rachel Morgan. Tu te souviens de l'offre dont tu m'as parlé le mois dernier? Elle tient toujours? Ma mère et mon frère, qui discutaient dans la cuisine de quel proche devait encore être conduit à l'aéroport, se turent en entendant ma conversation pour la première fois depuis mon retour. J'avais toute leur attention. Scott arriva chez moi dans l'heure. Son air d'agent immobilier aguerri s'adoucit en voyant l'état de la propriété. Ce n'est pas comme ça que je me souvenais de la maison lors de nos précédentes visites, dit-il avec tact, en jetant un œil à une tache sur le papier peint de l'entrée. Réunion de famille, répondis-je d'un ton sec. Parlons dans le jardin. Nous nous assîmes à la table en fer forgé sur ma terrasse, la seule zone relativement intacte après le chaos de la réunion. Scott ouvrit son portefeuille et alla droit au but, ce que j'appréciais. L'acheteur content. J'ai mentionné précédemment qu'il était toujours très intéressé, Victor Zhang, un entrepreneur tech qui vient de déménager de Californie. Il cherchait spécifiquement une propriété historique dans ce quartier. Quel est son délai? Je demandais. Il est motivé, actuellement en location courte durée, et veut s'installer rapidement. Il peut conclure aussi vite que vous pouvez gérer la paperasse, et il comprend que c'est en l'état. Il ne fera pas de réparation ni d'amélioration, répondit Scott. Scott acquiesça. À ce prix et sur ce marché, il achète pour l'emplacement et la valeur historique. Il prévoit de rénover de toute façon. Je pris une profonde inspiration. Quelle est son offre? 2,1 millions en liquide, légèrement en dessous de la valeur du marché pour le délai accéléré, sans condition d'inspection ni retard de financement. J'acquiesçai lentement, un calme étrange m'envahissant. Je veux aller de l'avant. Scott tenta de contenir sa surprise et son excitation. Es-tu sûr? C'est une décision importante. La maison est dans ta famille depuis des générations. Je connais son histoire. C'est précisément pour cela que je prends cette décision. Je regardai vers la fenêtre de la cuisine où je pouvais voir ma mère et mon frère en pleine conversation animée, probablement en train de spéculer sur ma rencontre avec Scott. À quelle vitesse peut-on rédiger les papiers? Je peux avoir les documents préliminaires prêts cet après-midi, le contrat complet d'ici la fin de journée. Si l'acheteur accepte d'accélérer de son côté, nous pourrions conclure dans quelques jours plutôt que des semaines. Parfait, et j'aurai besoin des services d'un bon avocat immobilier pour que tout soit bien géré. Scott fit un appel, à 14h, mon avocate Diane Matthews arriva. J'avais déjà travaillé avec elle pour la mise en place de mon testament et de mes procurations. Elle était rigoureuse et discrète, exactement ce qu'il me fallait. Pendant que Scott préparait les documents initiaux dans mon bureau endommagé, Diane et moi parlâmes en privé dans le jardin. Es-tu certaine, Rachel? Une vente précipitée profite souvent plus à l'acheteur qu'au vendeur. Je comprends cela, Diane, mais ma situation a changé et je dois agir vite. Le prix est juste, compte tenu de la commodité d'une vente en liquide et d'une clôture rapide. Elle étudia mon visage. Ce n'est pas dans tes habitudes. Tu es habituellement méthodique dans tes décisions financières. Parfois, la clarté vient soudainement, répondis-je. J'ai réalisé que cette maison est devenue plus un fardeau qu'une bénédiction. En fin d'après-midi,
J'avais signé les documents préliminaires et autorisé Scott à présenter l'offre à Victor Jung. Ma mère et mon frère étaient étrangement silencieux, observant de loin sans intervenir. Cela changea lorsque Scott partit. C'était quoi ça? Exigea ma mère en entrant dans le jardin où j'étais assise à revoir des papiers avec Diane. Des affaires, répondis-je simplement. Quel genre d'affaires nécessite un agent immobilier dans notre maison familiale? Son insistance sur le mot « affaires » ne m'échappa pas à S.J. présentait Diane comme mon avocate, ce qui mit immédiatement ma mère en alerte. Je vends la maison, dis-je calmement. L'acheteur est prêt à conclure rapidement. Je vais avoir besoin que vous débarrassiez vos affaires d'ici demain soir. Le silence qui suivit fut assourdissant, puis vint l'explosion. Tu ne peux pas être sérieuse, s'exclama finalement ma mère, bégayant. C'est impulsif et ridicule, même pour toi. Ethan. À ce vainqueur. Allez, Rachel, tu exagères à propos de la fête. Nous avons dit désolé, dis-je. Aucun de vous deux ne s'est vraiment excusé. Mais ce n'est plus une question d'excuse, c'est une question de reconnaître que certaines limites, une fois franchies, ne peuvent plus être réparées. Alors tu nous punis en vendant notre maison familiale? La voix de ma mère monta d'un ton indigné. Je ne punis personne, je prends une décision sur ma propriété, une décision qui a du sens pour ma vie à venir. Nous ne te laisserons pas faire, menaça Ethan. Grand-père n'aurait jamais voulu que tu vendes, ajouta-t-il. Grand-père m'a fait confiance pour prendre mes propres décisions. C'est pour ça qu'il m'a légué la maison, pas à la famille collective. Ma mère changea de tactique, adoucissant la voix. Rachel, chérie, tu es bouleversée. Je comprends que ce qu'on a fait était inconsidéré, mais vendre la maison de ton grand-père est une décision que tu regretteras pour toujours. Prenons tous un peu de temps pour nous calmer. C'était le même schéma que j'avais vu toute ma vie, minimiser, détourner, puis faire semblant de compromis. Quand ces tactiques échouèrent, ce ne fut pas cette fois-ci. La décision est prise, maman. J'ai signé les documents préliminaires. Monsieur Jung a déjà accepté verbalement l'offre et renvoie ce soir le contrat signé. À ce moment, Diane choisit d'intervenir, Madame Morgan. La transaction est déjà en cours, votre fille a le droit légal de vendre sa propriété. Je vous suggère de respecter sa décision et de vous concentrer sur vos arrangements pour la relocation. Ma mère se tourna vers moi, les larmes aux yeux. Où sommes-nous censés aller avec un préavis aussi court? La manipulation était si transparente que j'en eus presque envie de rire. Au même endroit où tu vivais avant de décider de t'installer ici sans demander, ton appartement, celui que je t'aide à payer. Ethan s'approcha, la voix basse et menaçante. Je pourrais contester le testament de grand-père, dire qu'il a été manipulé ou qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens. Diane répondit avant que je puisse, le délai pour contester le testament a expiré il y a 18 mois. Monsieur Morgan et moi avons personnellement mené l'évaluation de la capacité mentale avant que votre grand-père ne signe son testament. Ce serait une réclamation futile. Je passai le reste de la soirée à organiser méthodiquement mes affaires essentielles. La collection de livres d'ingénierie en première édition de mon grand-père, les photos de famille des temps heureux, la petite boîte en bois contenant les lettres qu'il m'avait écrites durant mes études. J.E. prit grand soin d'emballer sa montre à gousset et le stylo plume avec lequel il avait signé son dernier testament. Le bureau devrait rester, trop endommagé pour être transporté sans aide professionnelle et trop douloureux à regarder chaque jour. Peut-être que Victor Jung le restaurerait, ou qu'il serait remplacé par un meuble moderne. Quoi qu'il en soit, j'apprenais que les souvenirs liés aux objets perduraient, même lorsque ces objets changeaient de main. Ma mère fit plusieurs tentatives pour me faire changer d'avis, oscillant entre culpabilité, colère et promesses soudaines de faire mieux à l'avenir. Ethan alternait menaces et marchandages. J.E. restait ferme, ressentant une étrange paix malgré le chaos qui m'entourait. À minuit, mes affaires essentielles étaient chargées dans ma voiture. J'avais réservé un séjour prolongé à l'hôtel. Jusqu'à ce que je trouve un nouveau logement. Alors que je m'apprêtais à partir pour la nuit, je fis une dernière visite de la maison, non pour un adieu, mais pour un lâcher-prise. Chaque pièce contenait des souvenirs, mais je compris que les plus importants m'accompagneraient. Ma mère se tenait dans le vestibule alors que je me dirigeais vers la porte, sa dernière tentative de manipulation prête. Si tu fais ça, Rachel, tu détruis cette famille. Je me tournai vers elle avec un sourire triste. Maman, tu ne peux pas détruire ce qui n'a jamais vraiment existé. Je dormis plus profondément à l'hôtel cette nuit-là que depuis des mois. Le lendemain matin se leva clair et lumineux. J'arrivai chez moi à 8 heures pour trouver Victor Jung et son assistant déjà là dehors. Scott fit les présentations. Victor était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être dans la quarantaine, avec une confiance tranquille et une attitude réfléchie. Il avait fait fortune dans la technologie durable et était d'une franchise rafraîchissante. J'apprécie la rapidité du processus, Madame Morgan.
Je comprends qu'il s'agit d'une propriété importante avec une histoire familiale. Parle-moi, Rachel. Et oui, elle a une histoire, mais elle est prête pour un nouveau chapitre. Nous parcourûmes la maison ensemble. Je ne tentais pas de cacher les dégâts causés par la réunion et, à sa décharge, Victor ne broncha pas ni ne chercha à renégocier à cause de l'état. Les fondations sont magnifiques, commenta-t-il en examinant les moulures d'origine du salon. On ne construit plus ce genre de caractère. Dans le bureau de mon grand-père, il s'arrêta devant le bureau endommagé. C'est dommage. Période Empire américain, oui, vers 1830. Mon grand-père y tenait beaucoup. Je connais un expert en restauration spécialisé dans le mobilier d'époque. Si vous ne le prenez pas avec vous, j'aimerais qu'il soit réparé correctement. Ce petit geste de respect envers l'histoire de la maison signifiait plus qu'il ne pouvait savoir. Et la visite terminée, nous nous réunîmes dans la salle à manger où Diane avait installé les documents de clôture. Le processus fut étonnamment simple pour une transaction aussi importante, signature initiale, encore des signatures. Scott rayonnait intérieurement, calculant mentalement sa commission. Alors que nous révisions les documents finaux, la porte d'entrée s'ouvrit. Brusquement. Mon frère Ethan fit irruption, suivi de ma mère. Arrêtez, c'est une erreur. Cria Ethan, le visage rouge de colère ou peut-être d'alcool. Victor et son assistant échangèrent des regards alarmés. Diane intervint, toujours professionnelle. Monsieur Morgan, c'est une clôture immobilière privée. Si vous n'êtes pas partie prenante, je dois vous demander de partir. Ma mère poussa pour entrer. Diane s'adressa directement à Victor. Cette maison est dans notre famille depuis des générations. Ma fille prend une décision émotionnelle qu'elle regrettera. En tant qu'homme d'affaires, vous comprenez sûrement l'importance d'une réflexion attentive. Victor parut mal à l'aise, mais resta ferme. Madame Morgan, je respecte profondément les liens familiaux, mais j'ai conclu un contrat légal avec Rachel, que je comprends être la seule propriétaire de cette propriété. Ethan s'approcha, le regard désespéré. Rachel, S.I.L. Te plaît, on peut arranger ça. On respectera ton espace, plus de fêtes surprises, tu pourras fixer les règles que tu veux. Pendant un instant, un doute s'immisça en moi. C'étaient les promesses que j'avais voulu entendre hier, la semaine dernière, l'année dernière, mais je savais qu'elles étaient vides, offertes seulement quand quelque chose m'était retiré, pas par respect réel pour mes limites. C'est trop tard, Ethan. La décision est prise. Ma mère joua sa dernière carte. Si tu fais ça, tu détruis l'héritage de ton grand-père. Est-ce ce que tu veux? Je posai mon stylo et me tournai vers elle, pleinement. L'héritage de grand-père, ce n'est pas cette maison, maman, ce sont les valeurs qu'il a vécues et qu'il m'a enseignées, intégrité, respect, autonomie. Il m'a laissé cette maison parce qu'il faisait confiance à mon jugement. J'utilise ce jugement maintenant en rejetant ta famille. Elle répliqua, les larmes coulant sur son visage. Non, en reconnaissant que la famille est censée se soutenir et se respecter, pas s'exploiter et se mépriser. Tu as eu d'innombrables occasions de me traiter comme un membre apprécié de la famille. À la place, tu m'as traité comme une gêne au mieux, une ressource à utiliser au pire. Ethan Asavanka, Lieutenant Menakent. Si tu fais ça, ne compte pas sur nous quand tu réaliseras l'erreur que tu auras faite. Je regardais mon frère, le garçon que j'avais aidé à faire ses devoirs, l'adolescent dont j'avais payé la caution, l'adulte dont j'avais financé les affaires. Je ressentis une profonde tristesse, mais aussi un étrange soulagement. C'est un risque que je suis prête à prendre. Diane, toujours pratique, interrompit ce drame familial. Si nous pouvions continuer la clôture, Monsieur Zhang a un emploi du temps serré. Ma mère fit une dernière tentative émotionnelle, promettant que les choses seraient différentes, qu'elle comprenait maintenant mes sentiments, que nous pourrions repartir à zéro, mais ces mots sonnèrent creux, face à des décennies de promesses similaires, toutes brisées. J.E. signait les documents finaux. Victor Zhang remit un chèque de banque pour l'acompte, le reste devant être viré à l'enregistrement de l'acte. Nous nous serrâmes la main et, juste comme ça, la maison qui appartenait à ma famille depuis 3 générations appartenait désormais à quelqu'un d'autre. Le moment fut anticlimatique. Pas de tonnerre, pas de musique dramatique, juste le bruissement des papiers ramassés et le clic discret des mallettes fermées. Victor s'approcha de moi une fois les formalités terminées. Je veux que vous sachiez que je respecterai l'histoire de cette maison. Elle ne sera pas démolie ni fondamentalement modifiée. Merci, cela signifie beaucoup. Je lui tendis un trousseau de clés, les mêmes que mon grand-père m'avait données 2 ans plus tôt. Il y a un compartiment secret dans la bibliothèque, derrière la 3e étagère à gauche. Mon grand-père y conservait des documents historiques sur la maison. Vous pourriez les trouver intéressants. Il accepta les clés d'un hochement respectueux. Vous êtes la bienvenue si jamais vous voulez revenir. C'est gentil. Mais je ne crois pas que je le ferai. Certains chapitres doivent rester fermés. Ma mère et mon frère observaient en silence, stupéfaits, tandis que je rassemblais mes affaires.
Pas d'accolade d'adieu, pas de vœux de bonne chance dans ma nouvelle vie, juste le poids lourd des choix faits et des conséquences acceptées. En descendant pour la dernière fois le chemin d'entrée, je me sentis plus légère à chaque pas. Le jardin qui m'avait autrefois apporté de la joie ne me rappelait plus que le mépris. Les murs qui avaient été témoins des leçons de mon grand-père résonnaient désormais des bruits d'une fête à laquelle je n'avais pas été invité. J'y ai placé la dernière boîte dans ma voiture et regardé une dernière fois en arrière. Ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable. Mon frère était introuvable. J'y ai levé la main en un petit signe, puis monté dans ma voiture et m'éloigné de la maison, le chèque de 2,1 millions de dollars dans mon sac à main, avec un avenir incertain, mais libéré, devant MOI. Et la première semaine après la vente de la maison passa dans un tourbillon de démarches pratiques. Je déménageai de l'hôtel en séjour prolongé à un appartement meublé avec un bail de 6 mois, me laissant le temps de décider où je voulais m'installer définitivement. J'ai ouvert un nouveau compte d'investissement pour la majorité des fonds, mis de côté de l'argent pour les impôts, et essayé de m'adapter à ma nouvelle réalité. Le silence de ma famille était à la fois attendu et saisissant. Aucun appel, aucun message, même pas de messages vocaux en colère. C'était comme si j'avais cessé d'exister dans leur monde à l'instant où j'ai signé ces documents de clôture. Une part de moi se sentait soulagée d'éviter le drame, mais une autre souffrait du manque de famille. J'aurais souhaité en avoir une qui reconnaîtrait la douleur qu'elle avait causée et chercherait sincèrement la réconciliation. Ce silence fut brisé au 9e jour, lorsque mes comptes sur les réseaux sociaux furent soudain envahis de messages de membres éloignés de la famille, des cousins que je connaissais à peine, des grandes-tantes que je n'avais pas vues depuis des années, tous exprimant leur choc et leur déception face à ma décision égoïste de priver la famille de son héritage. Les histoires qu'on leur avait racontées étaient, comme prévu, unilatérales. Selon le bruit qui courait, j'aurais fait une crise lors d'une réunion familiale innocente et vendu impulsivement notre héritage commun par dépit. Par un mot sur l'usage non autorisé de ma maison, les dégâts sur des objets irremplaçables, ou les années de mépris qui avaient mené à mon point de rupture. Je ne pris pas la peine de répondre à la plupart des messages, mais je répondis à ma cousine Mélissa, qui avait toujours été gentille avec moi. Son message était plus posé, demandant sincèrement si j'allais bien. Je lui répondis, « Je vais bien. Il y a plus dans cette histoire que ce que tu as probablement entendu, mais je suis en paix avec ma décision. J'espère que toi et ta famille allaient bien. » Sa réponse me surprit. Je me doutais qu'il y avait plus. Ta mère et Ethan ont toujours eu une version différente de la réalité. Pour ce que ça vaut, je pense que grand-père Maxwell comprendrait. Lui aussi, il ne laissait personne lui marcher dessus. Cette petite validation venant de quelqu'un qui avait connu mon grand-père signifiait plus qu'elle ne pouvait le réaliser. À eu travail. Je me jetai corps et âme dans la réussite de la mise en œuvre chez Helvetica Banking System. Mon équipe remarqua mon regain d'énergie et de concentration. Anna observa, lors de notre déjeuner hebdomadaire, que j'avais l'air plus légère, malgré tout. Je me sens plus légère, avouai-je. Je ne réalisais pas à quel point cette maison portait un poids émotionnel, pas seulement les bons souvenirs de grand-père, mais aussi la lutte constante avec maman et Ethan. Maintenant, quand je rentre chez moi, c'est juste mon espace. Pas d'histoire, pas d'attente, pas de déception. As-tu eu des nouvelles d'eux? Demanda Hannah. Pas directement. J'ai entendu dire, par les rumeurs familiales, qu'ils ont dû retourner à l'appartement de maman. Apparemment, ils avaient commencé à déménager des affaires dans la maison en supposant qu'ils pourraient y rester indéfiniment. Anna secoua la tête. Lotus, qu'est-ce qu'ils croyaient qu'il allait se passer? Ils pensaient que tu continuerais à tolérer ce qu'ils te faisaient, comme tu l'as toujours fait. 2 semaines après la vente, je reçus un email de Victor Jung avec des photos des travaux de restauration débutant sur le bureau de mon grand-père. L'artisan pense pouvoir réparer complètement les dégâts, écrivait-il. Quand ce sera fini, voudriez-vous le récupérer? Il semble avoir une signification particulière pour vous. Sa gentillesse inattendue me fit verser des larmes. Je déclinai l'offre. Le bureau appartenait à la maison, mais sa reconnaissance de son importance fut une forme de guérison que je n'avais pas anticipée. Ce même soir, alors que je préparais le dîner dans mon nouvel appartement, la sonnette retentit. Je n'attendais personne. Par le Judas, je vis ma mère dans le couloir, son apparence négligée d'une façon que je ne lui avais jamais vue. Ses cheveux, d'habitude parfaits, étaient décoiffés, ses vêtements froissés, elle avait pleuré. Mon premier réflexe fut de ne pas répondre, pour protéger la paix que j'avais construite, mais quelque chose, peut-être la voix de mon grand-père dans ma tête me rappelant l'intégrité, me fit ouvrir la porte. Maman, dis-je simplement, sans l'inviter ni la repousser. Rachel, sa voix se brisa sur mon nom, puis j'entrai, juste pour parler. J'hésitai, puis me décalai. Elle entra prudemment, comme si elle s'attendait à être expulsée.
Tout moment. Mon appartement était modeste comparé à la maison victorienne, un simple 2 pièces avec des équipements standards et des finitions basiques, rien de spécial, mais entièrement à moi. C'est joli, offrit-elle en regardant autour, chaleureux. Que veux-tu, maman? Demandai-je, trop fatiguée pour les banalités. Elle s'affala sur mon canapé, semblant soudainement peser ses 62 ans. Nous avons été expulsés de mon appartement. Le propriétaire a découvert qu'Ethan y vivait. Le bail interdisait explicitement la présence d'occupants supplémentaires. Bien sûr, elle n'était pas venue pour se réconcilier, mais pour demander de l'aide, probablement financière. Je suis désolée d'apprendre ça, dis-je, en gardant un ton neutre. Où logez-vous maintenant? Dans un motel, temporairement. Ce n'est pas idéal. Ethan cherche du travail, mais tu sais comment ça se passe. Je ne savais pas que l'histoire professionnelle de mon frère était une succession de débuts enthousiastes et de départs abrupts. Et tes économies? Demandai-je, bien que je soupçonnais la réponse. Utilisées pour la réunion? Admis-elle sans me regarder, et un peu pour la dernière idée commerciale d'Ethan, un café spécialisé. Le local est tombé à l'eau. Cette confession flotta entre nous. Ma mère avait dépensé ses économies pour une fête à laquelle je n'avais pas été invitée, et pour une autre aventure vouée à l'échec de mon frère. De combien as-tu besoin? Demandai-je, à l'endroit au but. Elle leva les yeux, l'espoir brillant dans son regard. Juste assez pour la caution et le premier mois de loyer d'un nouveau logement. 3 000, peut-être 4. Je te rembourserai, bien sûr. Le schéma familier se présenta, sa crise, mes ressources, des promesses de remboursement qui ne se réaliseraient jamais. Un instant, j'y songeai. Ce serait plus facile que l'alternative. J'avais l'argent. Mais je pensais à ce que mon grand-père dirait de l'aide qui favorise la dépendance plutôt que l'autonomie. Je ne peux pas te donner d'argent, maman. Son visage s'assombrit. Rachel, nous allons nous retrouver sans toi. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je ne dis pas que je ne vais pas aider, l'interrompis-je. Je dis que je ne te donnerai pas d'argent. Il y a une différence. Elle parut confuse. Quelle différence? Je ne veux pas encourager les mêmes schémas qui nous ont menés ici, mais je veux t'aider à trouver des ressources. Logement abordable, options d'emploi, conseils pour Ethan, peut-être même des services de gestion financière. Nous n'avons pas besoin de conseils ni de services, nous avons besoin d'un toit. Tu as besoin des deux, dis-je fermement. Et si tu es prête à accepter l'aide que je propose, une aide qui pourrait vraiment changer les choses, alors je suis là pour toi. Mais je ne vais pas simplement écrire un chèque qui repousse l'inévitable prochaine crise. Elle se leva, la colère remplaçant le désespoir. Alors c'est ta vengeance, nous faire sauter à travers des hoops alors que tu as des millions. Ce n'est pas une vengeance, maman, c'est des limites, quelque chose que j'aurais dû établir depuis longtemps. Elricana. C'est ça que ton thérapeute appelle abandonner ta famille quand elle a besoin de toi? Je pris une profonde inspiration. Oui, je vois un thérapeute, parce que les personnes saines cherchent de l'aide quand elles en ont besoin. C'est ce que je t'offre, une aide réelle, pas un pansement temporaire. Elle ramassa son sac, se dirigeant vers la porte. Garde ton aide et tes jugements, on se débrouillera sans toi, comme toujours. L'ironie de sa phrase, alors qu'elle était venue précisément parce qu'il ne pouvait pas se débrouiller sans moi, ne nous échappa pas alors qu'elle atteignait la poignée, je dis calmement, l'offre tient toujours. Maman, quand tu seras prête pour un vrai changement, appelle-moi. Elle s'arrêta, le dos tourné vers moi, les épaules raides. Pendant un moment, je crus qu'elle allait faire demi-tour, qu'elle allait reconnaître l'opportunité qui s'offrait à elle. Au lieu de cela, elle ouvrit la porte et partit sans un mot de plus. J'y restai seule dans mon nouvel appartement, le dîner que je préparais refroidissant sur la cuisinière. La rencontre avait été douloureuse mais éclairante. Pour la première fois, j'avais offert de l'aide avec des conditions conçues pour provoquer un changement réel, plutôt que de perpétuer la dépendance. Ce n'était pas ce qu'elle voulait, mais peut-être ce dont elle avait besoin. Mon téléphone vibra, un texto de Hannah qui prenait de mes nouvelles. Tu vas bien? Je réfléchis longuement avant de répondre, j'avance, un jour à la fois. Et, étonnamment, c'était vrai. 6 mois passèrent rapidement. Le printemps fit place à l'été, puis à l'automne. Mon appartement temporaire laissa la place à une maison de ville confortable dans un quartier plus calme, avec un petit jardin privé où je plantais des tulipes en mémoire de mon grand père. Ma carrière continua de prospérer. Le projet Helvetica mena à une promotion et à des responsabilités internationales accrues. Les changements les plus significatifs furent cependant intérieurs. Les séances hebdomadaires de thérapie m'aidèrent à reconnaître des schémas que j'avais normalisés toute ma vie et à développer des réponses plus saines face aux conflits. J'appris que poser des limites n'était pas égoïste, mais nécessaire,
Que venir en aide aux autres ne signifiait pas se sacrifier soi-même. Après notre confrontation dans mon appartement, ma mère et moi ne nous parlâmes pas pendant près de 3 mois. J'appris par Melissa que elle et Ethan avaient trouvé un petit appartement de 2 chambres dans un quartier moins prisé. Ethan avait décroché un emploi dans une quincaillerie locale, pas le poste de ses rêves, mais c'était son premier emploi stable depuis des années. Quand ma mère appela enfin, son ton avait changé, moins de prétention, plus d'hésitation. Rachel, c'est moi. Je me demandais si on pouvait se voir quelque part, juste pour parler. Nous convînmes de nous retrouver dans un lieu neutre, un café à mi-chemin entre nos 2 domiciles. J'arrivai en avance et choisis une table près de la fenêtre d'où je pouvais la voir arriver. Elle paraissait plus âgée, plus réservée, mais il y avait une dignité dans son port que je ne lui avais jamais vue. Merci d'être venu, dit-elle en s'asseyant, les mains serrées autour de sa tasse pour se réchauffer. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je t'ai demandé, prudemment, mais honnêtement, à propos de la maison, de la réunion, de la façon dont je t'ai traité. Elle prit une profonde inspiration. Je n'ai pas été juste avec toi, Rachel. Pas seulement pour la fête, mais pendant des années. J'ai toujours favorisé Ethan. Je t'ai prise pour acquise. Je jalousais ton succès au lieu de le célébrer. Son aveu me stupéfia. Jamais, dans ma vie, je n'avais entendu ma mère reconnaître une faute, encore moins un schéma comportemental. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Demandai-je. La réalité, répondit-elle avec un sourire triste. Quand tu n'as rien, tu commences à voir les choses clairement. Et j'ai eu un bon professeur dans ce domaine. Que veux-tu dire? Ton grand-père? Après que tu aies vendu la maison, j'étais tellement en colère que je suis allée visiter sa tombe aussi. Je ne sais pas, je me suis plainte à lui de toi, secouait-elle la tête en se rappelant. Pendant que j'étais là-bas, je me suis souvenu de quelque chose qu'il me disait toujours quand j'étais jeune. Beverly, la vie ne te doit rien. Ce qui compte, c'est ce que tu construis de tes propres mains. Elle leva les yeux vers moi, les yeux brillants. J'ai réalisé que j'avais arrêté de construire depuis longtemps. Je m'attendais juste à ce que les choses me soient données par ton père, par mes parents, par toi. Ce n'est pas l'exemple que j'aurais dû donner à mes enfants. La conversation fut difficile, avec des moments de tension où les vieux schémas menaçaient de ressurgir, mais aussi une honnêteté qui avait manqué à notre relation pendant des décennies. Je ne peux pas changer le passé, dit-elle. Alors que nous nous préparions à partir, mais j'aimerais essayer pour un meilleur avenir, si tu es prête. Je ne fis pas de promesses impossibles à tenir. Je suis ouverte à essayer, maman, un pas à la fois. Reconstruire la confiance est un processus lent. Nous commençâmes par des dîners mensuels, juste toutes les 2 au début, puis incluant Ethan quand il montra sa propre volonté de changer. Notre premier repas de fête ensemble fut dans un restaurant, un territoire neutre sans le poids des conflits passés. Ma relation avec mon frère évolua plus lentement. Sa rancune était plus profonde, son sentiment de droit plus ancré, mais la nécessité avait forcé des changements que ni lui ni moi n'aurions pu prévoir. Le travail à la quincaillerie suscita son intérêt pour les réparations domestiques. Au printemps suivant, il avait obtenu sa licence d'entrepreneur et lancé une petite entreprise de bricolage. J'aime réparer les choses, m'avait-il confié lors d'un rare moment de vulnérabilité. Il y a quelque chose de satisfaisant. Prendre quelque chose de cassé et à le remettre en état. Je ne lui ai pas fait remarquer la métaphore, pensais-je. Il la trouverait à son rythme. Toutes les relations familiales ne pouvaient pas être sauvées. Certains membres choisirent de maintenir leur récit me présentant comme la vilaine égoïste qui avait détruit l'héritage familial. J'appris à faire la paix avec leurs perceptions. Comprenant que je ne pouvais pas contrôler la façon dont les autres voyaient mes choix. Je me concentrais plutôt sur la construction de ma famille choisie, des amis qui respectaient mes limites, des collègues qui appréciaient mes contributions. Des voisins qui devenaient des soutiens fiables. Anna resta mon soutien indéfectible, et j'élargis mon cercle à des personnes qui apportaient de la positivité dans ma vie. 6 mois devinrent un an. J'ai reçu un email inattendu de Victor Jung avec des photos de la restauration achevée de la maison. Il avait préservé le caractère historique tout en modernisant l'infrastructure. Le bureau de mon grand-père occupait une place d'honneur dans le bureau, entièrement restauré. Le jardin avait été replanté selon les plans historiques, incluant le motif de tulipe qui éplait « Onward » vu d'en haut. L'héritage de votre grand-père vit, écrivait-il, différent, mais honoré. Ces mots exprimaient parfaitement ce que j'avais essayé d'articuler à propos de mon propre parcours. Ma connexion à mon grand-père ne résidait pas dans le bois et le plâtre, mais dans les valeurs qu'il m'a transmises. Intégrité, respect de soi, le courage de bâtir quelque chose qui dure. La maison avait été un symbole, importante, mais en fin de compte, elle n'était qu'un contenant. Le véritable héritage était la force de prendre des décisions.
Difficile de se valoriser suffisamment pour poser des limites, de reconnaître que lâcher prise est parfois l'option la plus courageuse. À l'anniversaire de la vente de la maison, j'ai invité ma mère et mon frère à dîner dans ma maison de ville, la première fois qu'ils visitaient mon nouveau chez moi. La conversation fut parfois maladroite, les vieilles habitudes refaisant parfois surface, mais il y eut aussi des rires, un véritable intérêt pour nos vies respectives et une base timide pour quelque chose de plus sain que ce que nous avions connu auparavant. Alors qu'il s'apprêtait à partir, ma mère fit une pause dans l'embrasure de la porte. Tu sais, je pense que ton grand-père serait fier de toi d'avoir vendu sa maison, dis-je, surprise. Pour avoir eu le courage de faire des choix difficiles? Maxwell n'a jamais choisi la voie facile non plus. Ces mots furent la dernière validation, celle que je ne réalisais même pas que je cherchais encore. Plus tard ce soir-là, assise dans mon petit jardin entouré de tulipes en fleurs, je réfléchissais au chemin parcouru durant l'année écoulée. J'avais perdu une maison, mais gagné en clarté. J'avais posé des limites, mais créé un espace pour une connexion authentique. J'avais honoré l'héritage de mon grand-père, non pas en m'accrochant à une structure matérielle, mais en incarnant les principes qu'il avait vécus. Le chemin à venir n'était pas parfaitement tracé, mais il n'était plus alourdi par le poids de schémas toxiques et d'attentes non satisfaites. Chaque jour apportait de nouvelles occasions de construire des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou la culpabilité. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres, mais même les moments difficiles semblaient sincères, d'une manière que ma vie passée ne l'avait jamais été. Et j'y pense souvent à ce moment décisif, debout dans ma maison endommagée, entouré des conséquences du mépris, choisissant de lâcher prise plutôt que de perpetual a cycle. Ce n'était pas un choix facile, mais c'était le bon pour moi. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de laisser partir ce qui ne nous sert plus, même lorsque cet objet est enveloppé du manteau confortable de la tradition familiale. Et si vous regardez ceci et que vous luttez avec des décisions similaires, souvenez-vous que les limites ne sont pas des murs conçus pour exclure les autres. Ce sont des lignes directrices qui enseignent aux autres comment rester respectueusement dans votre vie. Votre valeur ne se mesure pas à ce que vous êtes prêt à tolérer, mais à ce que vous êtes prêt à vous respecter. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour votre propre bien-être que les autres n'ont pas comprise? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin en ce moment. Si cela vous a touché, merci de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour que d'autres puissent aussi recevoir ce message. Souvenez-vous, la famille est importante, mais vous l'êtes aussi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je vous souhaite le courage d'écrire la vôtre, quel que soit son visage.